Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 101%. Aujourd'hui, vous l'avez deviné, il y a un invité, il est à côté de moi, il s'appelle Thomas. Bonjour. Bonjour. Alors Thomas, lui, il est plutôt fan de Doctor Who, a priori. Oui. Voilà, tu fais partie de l'asso Gallifrance. Exactement. C'est quoi ton rôle dans l'asso? Je gère tout le monde. Tout le monde. Ouais, tout le monde. Putain. Je fais des news, je m'occupe d'événements, je m'occupe des news, des informations sur les épisodes, les acteurs, de dossiers, de documents, etc. C'est sur internet, gallifrance.net. Très bien. On en reparle après le sommaire et les news. Dans l'émission aujourd'hui, la critique des jeux, c'est NES Remix 2 sur la Wii U, The Place to Be, Notchan et Retro & Magic sur Stunt Race FX. Mais on regarde d'abord les news. Game Atelier avait lancé début avril une campagne de financement sur Kickstarter pour la suite des aventures de Newton dans Flying Hamster 2. Après quelques jours, le titre avait récolté 32 000 $ sur les 150 000 visés avant de finalement tout annuler le 25 avril. En effet, la campagne est interrompue alors que le studio annonce avoir trouvé un éditeur, allemand pour l'occasion, avec FDG Entertainment qui assurera un développement classique du titre. Les backers n'auront pas déboursé un centime au final, la campagne n'ayant pas été bouclée. Et contre un tweet promotionnel, ils auront droit à une clé Steam gratuite. Peut-être que le studio aurait pu avoir un beau geste et donner ses clés à ceux qui les ont soutenus sans chercher à gratter un peu de promotion au passage. Quoi qu'il en soit, les aventures plateformes en monde ouvert du petit hamster semblent toujours aussi mignonnes et donnent toujours autant envie, Kickstarter ou pas. On avait évoqué il y a quelque temps The Dempamen 3, The Rise of Digital. Le troisième épisode des Hommes-Ondes arrive dans les jours qui viennent pour les possesseurs de 3DS. Une démo est même déjà disponible depuis le 1er mai. Pour les fans d'exploration de donjons, il est temps de repartir à la chasse des Dempamen en réalité augmentée, puis de les lancer à l'assaut de nouvelles zones. Pour ceux qui ont déjà fait les précédents titres, ils pourront même récupérer leur équipe fétiche pour se lancer dans l'exploration de l'île de Digital dès le 8 mai. Téléchargeable autour de 5 € sur les tablettes et les smartphones Android et iOS, Dracula 5 est la suite directe du volet précédent. On retrouve ainsi le personnage de Helen Cross au Metropolitan Museum de New York avec la mystérieuse peinture de Vlad l'Empaleur, censée avoir disparu en pleine mer et qu'elle a eu les plus grandes difficultés à récupérer. Helen Cross n'est pas au bout de ses peines. Les secrets liés à ce portrait dépassant très largement le cadre de ses compétences en tant que restauratrice de tableaux. Ce jeu d'aventure à la première personne vise le grand public et rappelle par son gameplay à 360 degrés et sa réalisation en 3D précalculée la série Myst. Les joueurs familiers de la saga retrouveront des personnages connus, d'autres inédits, et le lot habituel d'objets à manipuler et d'énigmes à résoudre. Dracula 5 propose également un journal de bord qui compile les informations recueillies par le joueur, histoire de ne pas perdre le fil de l'intrigue entre deux parties, ainsi qu'un système d'aide intégré. À la manière du You Will Die, qui survole constamment la tête du joueur de Dark Souls, un You Will Be Bought pesait sur From Software depuis quelques temps. Parce qu'à force de générer de l'engouement, d'enchaîner les succès, tous relatifs soient-ils, eh bien, on finit par attirer l'attention. Et donc, From Software s'est fait racheter par Kadokawa Holdings, une structure beaucoup plus grosse, originellement spécialisée dans l'édition de mangas et de magazines, dont l'incursion dans le jeu vidéo reste assez récente. On la connaît tout de même pour avoir édité les jeux comme Lollipop Chainsaw ou Killer is Dead au Japon. La société est aussi réputée pour avoir développé Kantai Collection, un jeu de cartes à collectionner en free-to-play au succès retentissant. Il est encore beaucoup trop tôt pour évaluer les conséquences de ce rachat, qui pourrait très bien ne pas changer grand-chose au contenu des jeux de From Software. Si j'ai invité Thomas dans l'émission, c'est parce que je suis fan de Doctor Who, je pense que la France est au courant. Je pense que les gens, ils ont compris le truc un petit peu. Mais je me suis dit, comment parler encore de Doctor Who parce que je l'ai déjà fait, et surtout, j'ai pas toutes les connaissances autour de Doctor Who. Thomas, lui, a priori, il est très calé sur Doctor Who. Et je me suis dit, et si on revenait sur les docteurs, un par un, avant d'arriver à la nouvelle saison de Doctor Who, parce que Doctor Who, ça a commencé en 1963. 23 novembre. Ok, 23 novembre, très bien. À 17h16. Très bien, voilà, parfait. Et donc, bon, il s'y connaît mieux que moi. Moi, j'étais autour de 63-64, je me suis dit, c'est comme Spider-Man. Spider-Man, c'est 64. Ouais.
Spider-Man? Non, bon voilà, bref, moi je connais Spider-Man. Et donc je me suis dit, et si on revenait sur tous les docteurs, les 8 docteurs qu'il y a eu avant le 9, avant le reboot de la série. Donc aujourd'hui on va parler du premier docteur, et on va parler d'abord du contexte de la création de la série. Donc on est en 1963. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? D'où vient l'idée de créer Doctor Who? En fait, il y avait un problème dans la grille des programmes à l'époque sur la BBC le jour de la diffusion, le samedi, et il fallait trouver un moyen de combler ce programme. Et donc plusieurs idées étaient proposées. Finalement, un certain Sidney Newman, à qui on doit notamment The Avengers, un chapeau melon botte de cuir, entre autres, parce qu'il y a plusieurs noms, on peut rajouter à cela Verity Lambert, etc., et d'autres noms. Et en fait, eux sont partis sur une série de science-fiction, parce que Sidney Newman, il faut savoir que, contrairement à beaucoup de gens de l'époque, et surtout beaucoup de producteurs, aimaient la science-fiction. Chapeau melon et botte de cuir, il y a énormément de trucs SF un peu fous. Oui, rajouter un petit peu, effectivement, et c'est de ça un petit peu dont il s'est inspiré pour Doctor Who. Donc il a repris, on peut retrouver une ressemblance d'une autre série de science-fiction encore plus vieille, qui s'appelle The Quatermass Experiment. On peut retrouver on va dire, c'est l'ancêtre de Doctor Who. C'était une série en direct, en fait. D'accord. C'était filmé en direct et retransmis, et les épisodes ont quasiment tous été perdus. Il ne reste rien, on retient que le premier épisode, mais c'est pas le sujet. Et par rapport à Doctor Who, donc justement, la série a commencé à être produite, etc. Et elle devait avoir, entre guillemets, c'est comme ça que Sidney Newman l'a vendue, comme étant éducative. D'accord. C'était vrai sans l'être, parce que dès la première histoire, elle l'était, vu qu'ils vont à l'époque des hommes de Cro-Magnon, tout ça. Et dès la seconde, on part avec des extraterrestres plus connus, en plus, c'est Daleks. Ouais. Donc c'est comme ça que tout donc a commencé. En gros, il a vendu un pilote éducatif un peu. Ouais, entre guillemets. Ouais. Voilà. Et derrière, dès le deuxième épisode, déjà, il aura Mais fait... par contre, Sidney Newman, lui, voulait pas les Daleks. Il avait un peu peur en plus des Daleks, mais il voulait quand même que ça s'éloigne. Enfin, il voulait pas, comme il dit, comme c'était dit, Bug-Eyed Monster, c'est-à-dire cette espèce de monstre globuleux très cliché de la SF. Il voulait quelque chose de différent, et quand on lui a proposé... Ouais, mais justement, le problème, c'est quand il a vu les robots, il s'attendait, il a vu ça, et au début, il n'était pas trop pour. Finalement, Verity Lambert a monté sur ses gonds, qui était la productrice que lui a choisie. Et finalement, on en est venu à qu'ils apparaissent dans la série, et c'est juste finalement un coup de maître de la part de Verity Lambert, qui a fait venir les Daleks créés par Terry Nation dans la série, et là c'était une explosion. Oui, c'est les méchants les plus célèbres de Doctor Who. Ils ont même dépassé le Docteur à une époque en popularité. Tout à fait. Donc attends, on se concentre. On fabrique la série, on a très peu de budget, on doit faire un vaisseau spatial. Ouais. C'est compliqué. Très compliqué. Ouais, très compliqué. En fait, ils partent de rien du tout. En fait, ils étaient dans les studios de Lime Grove. Ils n'étaient même pas dans le bâtiment principal de la BBC. Ils étaient dans un studio. Je ne sais pas où ça se trouve exactement, mais en tout cas, c'est tout petit, c'est très vieux, et en plus. Tu disais qu'on l'appelait la théière, oui, parce qu'en fait, il faisait très très chaud à cause de tous les projecteurs et le fait que c'était très confiné. Et du coup, des fois, les projecteurs, à force de chauffer, déclenchaient les alarmes incendie. Et du coup, il y a des fois où les équipes techniques, et pour des tournages, les gens se faisaient arroser complètement et tout le monde sortait. Donc c'était un endroit... Personne croyait à la série. Mais oui, totalement. Oui, personne, le succès qu'elle a eu est complètement inattendu, et même eux, ça s'y attendait pas. Et donc finalement, pour le TARDIS, au début, ça devait être quelque chose de... Le vaisseau était pas bien défini. Et finalement, ils se sont dit, on n'a pas de place, donc on va faire en sorte qu'il se camoufle dans l'univers, dans le lieu dans lequel il se trouve. Et finalement, je ne sais pas si ça vient de tout de suite ça par contre, mais en gros rester bloqué sur cette apparence de police box, ce circuit caméléon qui est censé être la chose qui fait modifier le TARDIS, qui genre est resté bloqué. Et ce qui est drôle, c'est parce que ça prenait pas de place et donc facile, et que le vaisseau était plus grand à l'intérieur, c'est là que ces notions de Bigger on the Inside sont arrêtées. On se dit c'est un truc de scénariste de ouf, l'idée que le vaisseau est plus grand à l'intérieur, mais en fait c'est surtout quand t'as pas de budget, tu fais exactement ça. Comme tu me disais pour Star Trek, la téléportation, c'est parce qu'ils pouvaient pas faire en décor des rampes pour faire descendre les personnages, donc ils ont dit on va inventer la téléportation, au moins ils arrivent sur la planète et voilà quoi. Et en fait c'est juste génial, c'est là que vient des trucs de génie. En général, c'est en se débrouillant, et de toute façon dans toute la série, que ce soit classique ou nouvelle, quand ils ont peu de moyens ou peu de choses pour finir, ils trouvent un système D, et c'est toujours absolument génial. Ouais. Et c'est ça qui est très intéressant avec la série. Et le vaisseau, malgré justement le TARDIS, malgré sa petette taille, fait quand même du mal à rentrer et même à ressortir du plateau. Du décor, et du coup, c'était même problématique malgré sa petite taille. Ok. Alors, la première série de Doctor Who est extrêmement lente. Hein. La première saison
La première saison. La première saison, c'est hyper lent. C'est théâtral, quoi. C'est très théâtral, parce qu'on est quand même en 63. Hein. On regarde la critique de jeu NES Remix 2. Hein. C'est les jeux NES un peu mieux. Et je sais qu'il y a Zelda 2 dedans, alors si quelqu'un peut le finir et me dire ce qu'il y a à la fin, ça serait bien, parce que je crois que ce jeu est infinissable. Après les échantillons jouables des 16 jeux NES, compris dans les NES Remix 1, sortis en décembre dernier, Nintendo remet le couvert avec NES Remix 2. Donkey Kong, Balloon Fight, Excitebike ou encore le tout premier Zelda laissent leur place à des jeux NES plus récents. 12 nouveaux titres sont ainsi remixés. Punch-Out, Super Mario Bros 2 et 3, Dr Mario, NES Open Tournament Golf, Wario's Woods, Zelda 2, Kirby's Adventure, Ice Hockey, Kid Icarus, Metroid et Super Mario Bros The Lost Levels. Comme son prédécesseur, l'idée est de revisiter ces titres, sortis pour la plupart dans la seconde moitié des années 80 et au début des années 90, par le biais de multiples défis express que l'on débloquera au fil de sa progression. En plus de ces défis liés à un titre particulier, des niveaux remix inédits sont proposés, ces derniers twistant les règles des jeux remixés. Téléchargeable sur Wii U pour environ 10 €, NES Remix 2 reprend la structure de son prédécesseur tout en ajoutant quelques nouveautés, telles qu'un mode Championship et Super Luigi Bros. Les NES Remix rappellent sur certains points la série WarioWare, apparue en 2003 sur Game Boy Advance. Les deux séries s'articulent en effet autour de niveaux très courts, parfois scindés en plusieurs mini-rounds, qu'il faudra terminer le plus vite possible. Mais là où WarioWare fonctionnait sur les réflexes et la logique dans des défis de quelques microsecondes, nécessitant une réactivité de mutant nostalgique, NES Remix privilégie une approche plus zen. Chacun des 12 jeux NES proposés sont décomposés en séquences de gameplay de quelques minutes, où il conviendra de relever un défi lié à une mécanique précise. Pour Super Mario Bros 2 par exemple, le joueur se verra demander de déterrer un légume dans le round 1, d'éliminer 3 ennemis avec un légume dans le round 2, un ennemi avec un autre ennemi porté à bout de bras dans le round 3, avant de conclure par l'élimination de 3 ennemis à l'aide du bloc pole. Une manière donc de se réapproprier la jouabilité propre à chacun de ces classiques, à la manière d'un tutoriel ludique et quelque peu schizophrène. Certaines épreuves débutent d'ailleurs par une vidéo résumant les caractéristiques propres aux jeux remixés. Par ce biais, NES Remix 2 donne aussi l'opportunité de redécouvrir des séquences de jeux oubliés, comme les épreuves de Quick Draw dans Kirby's Adventure. Voire carrément de se familiariser avec le gameplay particulier de titres plus ou moins méconnus, comme Kid Icarus, Zelda 2 ou le puzzle game Wario's Woods. Chaque défi se verra validé par une note maximale de 3 étoiles. Voire de 3 étoiles arc-en-ciel, ce qui permettra de débloquer de nouveaux niveaux et d'obtenir une flopée de tampons 8 bits exploitables dans le Miiverse. Les joueurs pourront s'essayer au stage remix pur, qui s'amuse à détourner le gameplay des jeux précités, voire de les mélanger. Visuellement, Nintendo a pris quelques libertés avec ces derniers. Certains niveaux se dérouleront par exemple dans une semi-obscurité, lorsque les personnages d'un autre titre ne jouent pas les invités surprises. L'un des remixes de Kirby's Adventure par exemple vous demandera de battre le boss de Wispy Woods tout en gardant un œil sur les bouts qui se rapprochent inexorablement à l'opposé lorsqu'on ne les fixe pas. Inventifs et fun, ces niveaux remix donnent leur nom au jeu lui-même, puisqu'ils en constituent la principale valeur ajoutée. NES Remix 2 apporte quelques bonus à son prédécesseur, comme Super Luigi Bros, qui propose de refaire tout Super Mario Bros à l'envers. Luigi se déplacera ainsi de droite à gauche et non plus de gauche à droite, tandis que le joueur devra se familiariser avec la physique unique du personnage qui saute plus haut que Mario. Super Luigi Bros est jouable à 2 à tour de rôle. Un mode Championship sera également accessible aux joueurs ayant téléchargé le premier NES Remix. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser supposer, ce mode n'est pas multijoueur, mais permet de poster son score sur le Miiverse pour espérer faire partie des 10 meilleurs joueurs du jour et ainsi obtenir un tampon spécial. L'idée sera de relever 3 défis en moins de 6 minutes et 21 secondes. Récupérer 50 pièces dans Super Mario Bros, 25 pièces dans Super Mario Bros 3 et décrocher le meilleur score dans Dr Mario. Ce mode est un hommage à la rarissime cartouche Nintendo World Championship 1990, produite à seulement 116 exemplaires et qui tourna dans les années 90 dans des compétitions organisées aux États-Unis et au Canada. Cette cartouche contenait 3 jeux, Super Mario Bros, Rad Racer et Tetris, que les compétiteurs devaient parvenir à terminer en moins de 6 minutes et 21 secondes.
La dernière nouveauté de NES Remix 2 est l'opportunité de revoir le replay de sa meilleure perf dans chacun des niveaux du jeu, et par ce biais, les performances et tactiques des autres joueurs connectés au Miiverse. NES Remix 2 profite clairement de la présence d'immenses classiques, tels que Punch-Out, Super Mario Bros 3, Metroid ou encore Kirby's Adventure. Des jeux au gameplay indémodable, parfait. Évidemment, on ne peut que constater l'agenda commercial de Nintendo avec la sortie d'un tel titre. Le fait de redécouvrir sous la forme d'échantillons jouables ces perles 8 bits donne clairement envie de les refaire à 100%. L'éditeur en a parfaitement conscience et ne s'en cache pas en affichant sur le menu de sélection des niveaux un bouton permettant d'accéder directement à l'espace console virtuel de la Wii U, où le joueur peut acheter tous les jeux remixés dans NES Remix 2 et son prédécesseur. On regrettera aussi que le mode Championship ne soit accessible que si l'on a acquis NES Remix 1. Nintendo a tendance à forcer la main de ses fans ces derniers temps, pour tenter de la mener sans grande délicatesse vers leur portefeuille. Évidemment, si l'on est fan de Nintendo, ou plus globalement amateur de jeux rétro, il est bien difficile de ne pas apprécier ce NES Remix 2. Relativement généreux, accessible, malin comme tout, et souvent inspiré, il lui manque néanmoins ce petit truc qui en ferait autre chose qu'une vitrine jouable de la console virtuelle. On aurait ainsi aimé qu'un mode compétitif permette de s'affronter en local, ne serait-ce qu'en passant la manette. Ce que l'on fera d'ailleurs, le jeu se prêtant très bien à des soirées nostalgiques entre potes. Dommage que Nintendo ne l'ait pas formalisé avec un mode dédié. Mais malgré ses défauts et un certain manque de pureté dans les intentions des développeurs, on ne peut que constater l'efficacité de ce NES Remix 2. De retour dans 101% avec Thomas de Galifrance. Alors la série est tournée. Totalement est tourné on va dire, c'est l'été 63 que c'est. Donc il fait chaud. Et oui, bon, il y a eu ce genre de des problèmes dont on s'attend. Je sais que pour le premier épisode, il y a eu des petits problèmes de tournage justement par rapport au fait, comme je te disais, les studios. Et les autres problèmes aussi, c'est qu'avant Doctor Who, le rythme de production c'était enregistré pas comme aujourd'hui, on tourne une scène, etc. et c'est monté. En fait, c'était enregistré dans les conditions du direct, quasiment. En fait, du lundi, je crois jeudi ou vendredi, on répétait dans le studio, etc. Et c'est seulement le samedi, dimanche ou les derniers jours de la semaine qu'on tournait vraiment les scènes quasiment dans l'ordre, etc. Les scènes étaient très longues et surtout les caméras étaient tellement lourdes que c'était les comédiens qui se rapprochaient. C'est-à-dire que ça faisait vraiment des scènes genre il faut qu'on fuit cette planète. On va fuir cette planète Mais comment fuir cette planète? Et après, l'autre comédien est là, puis après l'autre se rapprochait de la caméra. Enfin, l'enfer, quoi. Ouais, mais c'était tout le temps. Enfin, c'est le premier Docteur. Autre chose, quoi. Et d'ailleurs, le pire, c'est que souvent les caméramans étaient débranchés par des trucs. Et dans le premier épisode, ça se sent. Il y a un moment, il fait un travelling et il y a un espèce de flying case. Et il se prend un truc et ils n'ont pas laissé. Et ça fait, non, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, et ça continue. Et il pouvait pas le couper aussi. Il y a des petits problèmes si on regarde bien, surtout dans la version pilote. On voit les portes du TARDIS qui s'entrouvent parce que les portes, évidemment, ils tenaient pas. Étaient pas électriques du tout. De mecs et les mecs avaient un petit peu du mal à tenir les portes parce que c'était assez lourd et du coup. Donc attends, alors diffusion du premier épisode de Doctor Who. 23 novembre 63 et le problème c'est que le 23 novembre c'est le lendemain. Bon déjà du 22 novembre, mais voilà c'est logique. Oui. Et surtout il s'est passé quelque chose qui a bouleversé l'histoire des États-Unis pour toujours. C'est l'assassinat et du monde, oui. L'assassinat de JFK et donc du coup le 23 novembre, les gens étaient tellement bouleversés que les gens préféraient regarder les news et personne n'a regardé l'épisode, à tel point que Verity Lambert et l'équipe de production ont demandé à ce que l'épisode soit rediffusé la semaine d'après. Et donc l'épisode a été rediffusé et ça a été un succès total. Dès le début, on est parti. Enfin, dès le début de la deuxième fois. Voilà, dès le début, la deuxième fois, quoi. Mais en même temps, là, pour le coup, il y avait une raison, quoi. Oui. D'ailleurs, Sidney Newman aimait bien dire que c'était à cause de JFK que la série a failli ne jamais avoir lieu, et il en rigolait un petit peu. En fait, la série a déjà connu un reboot dès le début, en fait. Ouais, c'était ça. En plus, c'était un double reboot, parce qu'il y avait carrément un épisode pilote qui avait été tourné, et qui n'avait pas plu à Sidney Newman. Donc du coup, ils avaient dû retourner certaines scènes. Il y avait des trucs qui plaisaient pas du tout à Sidney Newman dans la personnalité du Docteur, par rapport à ce pilote. Donc oui, déjà,
le premier truc proposé, c'est un petit peu comme Sherlock finalement, avec le premier truc proposé ne plaisait pas sur certains points, du coup ça a été remanié, refait, et finalement ça a été refaçonné et refait comme on connaît le premier épisode aujourd'hui. Le comédien qui incarne le premier docteur, William Hartnell, choisi en tant que docteur à l'âge de 55 ans, c'est le docteur le plus âgé avec Peter Capaldi. Même si Capaldi, je crois que même est légèrement plus vieux, parce que là il est encore en tournage et il a déjà 56 ans là. Donc, en tout cas c'est dans les mêmes eaux. Donc voilà. Et William Hartnell est un acteur qui était considéré, qui était même dans sa personnalité un petit peu le grand-père méchant, grumpy comme ils disent, et grognon. Grognon, pas méchant, grognon. Ouais, grognon, vraiment quelqu'un de grognon. Et en plus il faisait que des rôles comme ça de toute façon à la télé, des rôles de militaires, de gens assez autoritaires, assez méchant. Et là, c'est la première fois qu'on lui propose un rôle qui est complètement à l'opposé de ce qu'il faisait avant. Et ça a été un rôle qui finalement a changé sa carrière, quoi. Et lui, s'attendait pas à ce que ce soit ce succès. Et lui ne se considérait pas comme une célébrité, il se considérait comme un acteur qui a fait son boulot. Et c'est quelqu'un qui, malgré son côté grognon, ne croyait pas tellement en lui. C'était quelqu'un qui croyait même pas du tout en lui et qui était... pas confiance. Qui n'avait pas confiance. Et finalement, c'est dommage parce qu'il a créé la personnalité du docteur. Finalement, c'est lui qui a façonné aussi sa personnalité. Faut pas croire que ce n'est que les scénaristes, etc. Lui aussi a apporté de sa personnalité, de son travail et de ses émotions, etc. C'est pour ça que le premier docteur est absolument génial. C'est donc un docteur vraiment culte, et déjà pour ça, et c'est lui qui a fait démarrer la série. Très bien, on regarde The Place to Be. Salut, ça va? Bienvenue dans The Place to Be. T'es jeune, t'as la pêche et t'as envie d'avoir envie? Bon ben j'en ai rien à foutre. On arrête tout là, on arrête. Allez, hop. Écoute-moi bien maintenant. C'est fini les rigolades là. Là le médoc, il va donner dans le coercitif, attention. Tu veux que je te donne les endroits où être dans les jours à venir? Bon ben c'est simple, tu vas faire un truc pour moi. C'est donnant-donnant, tu vois, tu donnes, je donne, normal. T'arrêtes tout ce que tu faisais là, on s'en fout de ce que tu faisais. Puis tu vas sur le site de No Life, tu cliques sur Je Top, en haut là, c'est facile à trouver, et tu votes pour des jeux. Vas-y, j'attends. J'en ai rien à foutre, j'ai tout mon temps moi. Après c'est toi qui vois. Non, parce que peut-être en fait tu t'étais dit ah c'est cool The Place to Be, Médoc il va me donner des plans pour ce week-end. Mais en fait non, Médoc il va rien te donner du tout. Médoc il va te laisser tout seul comme un con chez toi avec tes chats et tes Gundam si tu fais pas ce qu'il dit. Non, regarde, mieux. Moi, je vais te dire pourquoi voter. Comme ça, on gagne du temps, puis on reste dans une thématique 2014, tu vois, bien dans le temps, tu fais ce que la télé te raconte, puis tu réfléchis pas derrière. Puis là, en l'occurrence, c'est moi la télé, donc tu fais ce que je te raconte. Donc, Broforce, voilà, tu votes là, parce que ça, c'est bien. Les critiques EXP, tout, on s'en fout. Space Team, voilà, ça j'ai bien aimé aussi. Diablo, Lego, quelque chose, là, je sais pas. Et puis on est bien. Ça y est ? Bon. Du 9 au 11 mai, à Toulouse, tu as le Festival du Jeu. C'est un event durant lequel tu vas jouer, a priori, jeux de société, jeux de figurines, etc. Et c'est estampillé The Place to Be Free, donc c'est là qu'il faut être. En plus, dans Festival du Jeu, tu as jeu, comme dans Jeu Top. Je sens qu'il y a une thématique qui se dégage cette semaine. Les 10 et 11 mai à Chaulnes, tu as la 3e édition de Fugu Chaulnes. Fugu Chaulnes, c'est quoi? C'est principalement des activités comme l'origami, le karaoké, le jeu vidéo ou le cosplay. C'est payant, sauf pour les petits, mais ça a l'air sympa. Juste, je pense qu'il manque un atelier Jeu Top en vrai. Du 9 au 11 mai enfin, à Surgères, en Charente-Maritime, t'as l'Assos des 4A qui te propose son NAS 14. C'est un event qui tourne principalement autour de l'Amiga, avec des jeux, des vieilles machines et tout. Mais j'ai été agréablement surpris de constater que c'était également ouvert aux Atari et aux Amstrad. Donc il y a une petite dimension, on enterre l'âge de guerre et je trouve ça beau. Ça me donne trop envie de voter pour le Jeu Top. Non, c'est con ce que je raconte là, j'en fais trop. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que tu as bien voté pour le Jeu Top. Alors oublie pas parce que les votes ferment bientôt, là on est mardi, les votes ferment mercredi, demain donc à midi. Et puis nous on se retrouve en fin de semaine avec Thierry pour le Jeu Top mensuel. Pour lequel a priori tu as déjà voté. Alors qu'il est là.
on continue à parler du premier Docteur. Alors, donc ce comédien a joué combien de saisons de Doctor Who? Alors 4. Enfin, il est parti saisons. Au début de la 4e. Il n'est pas parti à la fin d'une saison, comme ça se fait maintenant aujourd'hui. Il est parti en 2e ou 3e épisode, dans une histoire qui s'appelle The 10th Planet, la toute première histoire avec les Cybermen. À l'époque où ils avaient tellement pas de moyens que les Cybermen avaient même pas, les acteurs n'avaient même pas de gants. Donc du coup on voit des costumes en tissu avec des bouts de fer et des mains. Et du coup il est parti. Alors c'est très mitigé sur comment il est parti. Certains disent que c'est... Attends, tu es en train de finir l'émission là. Attends, on revient sur les épisodes qu'il a passé. Il a fait 4 saisons quand même, ça fait combien d'épisodes à peu près ça? Parce qu'à l'époque c'était 20 minutes, aujourd'hui c'est 40 minutes, 25 minutes. En fait Doctor Who, contrairement à la nouvelle série qui allait couper en vraiment une ou deux épisodes de 45 minutes, avant c'était du format 25 minutes et c'était une histoire faisait entre... Bon, les plus petites 2, mais sinon c'était en général 4. Donc ça faisait des épisodes de 45 minutes finalement, mais 2 épisodes de 45 minutes en fait, découpés. Voilà. Exactement, ça pouvait faire exactement comme ça pour les histoires en 4 parties, qui a été finalement le format le plus gardé dans la série classique, le 4 parties. Sinon au début de la série c'était beaucoup de 6 parties quand même, parce que c'était des histoires historiques, et puis comme la narration était très lente, dû au contexte de l'époque et du fait que c'était le noir et blanc, cette période-là. Donc du coup, c'est pour ça que c'était du 6 parties beaucoup, même si tu te dis aujourd'hui que des fois, certaines en 6 parties, en une partie de 25 minutes, ça suffisait, quoi. Des fois, on sent que les scénaristes avaient... Mais bon, les scénarios ont quand même majoritairement été excellents. Il y a des histoires qui ont vraiment énormément marqué la série. La première des Daleks, enfin la toute première déjà, malgré sa lenteur, qui est quand même plutôt une bonne histoire, le scénario, l'aspect narratif est très lent, mais le scénario en lui-même est vraiment génial. C'est là où tout commence, c'est vraiment là où l'intrigue SF commence réellement. Exactement, avec les professeurs, on découvre les compagnons, Yann, Barbara et Suzanne. Suzanne qui est la petite fille du docteur, ça reste toujours un sujet à débat d'ailleurs, parce que bon, les Seigneurs du Temps, c'est l'éternel débat, etc. Donc on a des débats très intéressants, les fans de Doctor Who. Et il y a aussi Yann et Barbara qui sont les professeurs de Suzanne, vu que Suzanne a décidé, malgré que ce soit une Seigneur du Temps, enfin une dame du temps qui peut voyager dans le temps et l'espace, d'aller à Londres dans les années 60 à l'école. Ce qui paraît totalement logique. Totalement. Le début de cette série est juste fabuleux. On comprend, on se dit mais pourquoi? Mais bon, finalement, voilà. Et d'ailleurs, pourquoi pas, il fallait un point de départ. Et finalement, comme elle était un petit peu bizarre, vu qu'elle avait des connaissances, elle contredisait ses professeurs, disant mais c'est pas vrai, ça s'est passé comme ça, vous y étiez pas. Et donc du coup, ils se demandent si elle est un peu folle et ils savent pas où elle habite, ils savent rien sur elle. Donc évidemment, ils vont faire comme tout professeur, ils vont suivre leur élève jusqu'à chez elle en cachette. Ils vont se cacher dans une voiture et attendre très longtemps avant de rentrer dans le hangar. Voilà, qui en fait parce qu'elle vit dans un hangar quand même. C'est pas vraiment un hangar, c'est une déchetterie. Voilà, comme tout le monde. Et il y a justement, et là, il va pouvoir rentrer dans une police box. Un TARDIS. Et il voit, il y a un vieux monsieur, qui vit avec elle dans une boîte. Dans une boîte, voilà. Non, mais c'est génial. Vous inquiétez pas, ça a un sens en fait. Et ils la suivent et après ils voyagent. Exactement, dans l'espace et le temps. Ils vont notamment rencontrer les Daleks, les ennemis phares, etc., qui sont plus calqués de leur personnalité sur les nazis. Même d'ailleurs, même dans la seconde histoire avec les Daleks, pas la première, Dalek Invasion of Earth, la partie des bouchiottes, on va dire ça comme ça, des Daleks, et carrément tout le temps avec le signe, le salut nazi. Il faut dire que c'était encore récent. Oui, à l'époque c'était encore récent et du coup les Daleks étaient effrayants, quoi. D'ailleurs au début les Daleks ils auraient pas dû avoir cette espèce de gun qui ensuite quand tu te fais tirer dessus ça te met un effet laser moche, inversé et tout. Normalement ça devait être des lance-flammes, malheureusement ils ont jugé ça trop effrayant, mais on a quand même eu des Daleks avec des lance-flammes. En noir et blanc, et crois-moi, ça fait très très peur. D'accord, ok. Et en épisode phare, il y a les Daleks, donc les 2 épisodes avec les Daleks. Histoire phare, il y a The Space Museum qui a très bonne réputation, et en fait c'est le docteur qui se rend sur une planète, et en fait c'est un musée sur lui.
Et ce qui est drôle, c'est qu'on se dit, mais ça, c'est une histoire pour la nouvelle série, quoi. Parce que maintenant, la série a un énorme. héritage. Ouais. Et là, c'est dès le début de la série, je crois que c'est sa deuxième saison. Et ils se rendent justement dans ce musée. En fait, c'est un musée sur lui. Ils se demandent ce qui s'y passe, etc. C'est très particulier. Il y voit un TARDIS, des trucs qu'il a vécu, etc. Et en gros, c'est une intrigue autour de ça, et avec un dénouement absolument génial. Donc ça aussi, c'est une histoire vraiment phare, qui a vraiment marqué l'histoire de la série. Après, il y a eu d'introductions de monstres qui ont plus ou moins marqué, etc. On reviendra après Notchan. Salut les otaques, c'est Notchan. Quand j'étais jeune, j'étais plein d'idéaux, plein de fougue, plein d'envie, et j'étais un peu bête aussi parfois. et de temps en temps, j'étais même bien con, ayant le courage de le dire. Mais que voulez-vous, il faut bien que jeunesse se passe. On a tous eu 14 ans un jour. D'ailleurs, un Tumblr m'a récemment rappelé cette triste réalité. Son titre, le wakabashing, c'est la vie. Bon, pour comprendre un peu mieux le pourquoi du comment, il faut déjà savoir que Wakanim, petit éditeur indépendant d'animation japonaise, fait un travail très actif pour endiguer la profusion de fansubs des séries dont il possède la licence. Forcément, ça ne plaît pas à tout le monde. Et bien que le fansub soit totalement illégal, cela n'empêche pas les pires insanités, raccourcis honteux, menaces et noms d'oiseaux de la part de ceux qui préfèrent un animé gratos mal traduit que de payer quelques euros pour une sortie officielle. Bah oui, ces salauds de Wakanim, ils font payer les clients pour rémunérer les auteurs. Intolérable. Ils vont même jusqu'à censurer les gentils fansubbers qui, eux, font ça gratuit. Sans même compter ceux qui font du combo point Godwin mixé à tout ce que vous voudrez avec, je reste émerveillé devant la poésie sauvage de ces tweets ou posts Facebook. Que de style à faire pâlir d'envie Voltaire, Sartre, Chardot. Que de lyrisme dans ces quelques mots qui résument toute la révolte engagée et enragée d'une génération perdue. Putain, nique la mère à Wakanim. Restons dans le lyrisme. La police de Tokyo demande la contribution du public pour trouver un titre à sa chanson interprétée par Hatsune Miku sur les fraudes olé olé. Les fraudes olé olé, détrompez-vous, ça n'a rien de polisson. J'aurais bien aimé. Au contraire, ce sont les fraudes qui visent les vieux par téléphone. Des gens imitent un fils qui aurait besoin d'argent, disent que tel membre de la famille a eu un accident et qu'il faut payer les soins, etc., etc. En échange, ils demandent aux petits vieux naïfs d'apporter de l'argent ou de faire un virement par exemple. Certaines personnes poussent le vice jusqu'à se faire passer pour des réparateurs ou autres, placent les vieux sur écoute pour bien comprendre la situation familiale et leurs habitudes, pour les arnaquer ensuite. D'ailleurs, il y a évidemment une chanson officielle de Pippo-kun, la mascotte de la police de Tokyo depuis bien longtemps. Sans vouloir faire de jugement esthétique sur le brave Pippo-kun, je préfère quand même le travail de l'artiste anglais Richard J. Evans qui nous propose une bien jolie galerie pixel art judicieusement nommée 8-bit Ghibli. On retrouve en pixel art certaines scènes cultes des films les plus connus du studio Ghibli. La démarche n'est pas forcément révolutionnaire, mais l'exécution est parfaite et le résultat est franchement cool. Mais Doc, qu'est-ce que tu fous là? Juste 2 secondes, notre chat, je suis désolé de t'interrompre, voilà, c'est juste pour dire, faut voter pour le jeu top. Voilà, c'est important, faut voter pour le jeu top. Ok, merci Médoc. C'est vrai que j'ai tendance à zapper le jeu top, mais la prochaine fois que tu veux passer, y a pas de problème, mais tu préviens avant, hein? Comme ça, je te prépare un bureau, tout ça, et tu pourras nous parler de tes news otak à toi. Non, c'est pas nécessaire. En plus, là, je dois y aller. Simplement, le message principal, c'est voter pour le jeu top. Tu votes, je vote, tout le monde vote. Allez, ciao. Ok, salut. Alors, où en étais-je? Avant de vous quitter, je voulais absolument vous montrer la dernière figurine de Mazinger à venir chez Good Smile Company. Un Mazinger Z de style rétro absolument extra. Le design prend quelques libertés avec le robot original, mais l'orientation vieux robot choisie par les designers est vraiment intéressante. Regardez-moi ce look trapu, la manière dont il se campe sur ses jambes, les détails de rouille sur le métal, et bien sûr, c'est articulé de partout, hein. Du grand art, supervisé par Nagaigo lui-même, est prévu pour sortir en août. Allez, à la semaine prochaine les otaques. Je t'ai coupé, on parlait des monstres, et là on va conclure sur ce docteur, comment il a disparu, comment il a laissé sa place au deuxième docteur. Alors The Tenth Planet, en fait, c'est sa dernière histoire, parce que bon, je vais déjà revenir dans le contexte vraiment de l'acteur avant du personnage. William Hartnell, quand il a eu le rôle, était déjà très vieux, ça c'est après c'est une question de notion, mais était malade, et était déjà malade lorsqu'il a pris le rôle au tout début, et justement, il arrivait à un moment où il était un peu fatigué,
où il avait des pertes de mémoire, ou pour les textes, des fois c'était un petit peu compliqué, surtout qu'il faisait des lapsus dans des mots et que des fois il disait des mots qui avaient des sens un peu sexuels. C'est-à-dire parce que je suis désolé, tu peux pas ne pas aller plus loin là-dedans. À un moment, il y a un objet qu'il appelle le fornicateur. Et c'est oscillateur, j'ai oublié le nom. Et c'est juste, voilà c'est quoi. Drôle. D'accord. Et oui, même une fois, au lieu de parler des globes, des Daleks, il dit l'équivalent du mot qu'est-ce que je dis gant en anglais. Maintenant on est parti. Gant en anglais, il se gourre, etc. Il avait beaucoup d'erreurs. D'accord, ok. Voilà. Ok. Et c'était assez récurrent. Enfin, donc ils se sont dit à un moment, faut plus qu'il soit là. Alors, en fait, techniquement, c'est lui qui est parti. On l'a un peu dit, ouais, maintenant il va falloir peut-être que tu penses à t'en aller. On a déjà pensé à quelqu'un en plus pour ta succession, etc. Et c'est un acteur qui, lui, est plus un acteur de radio, Patrick Troughton, qui est un acteur absolument génial, plus clownesque. Vraiment, pour lui, un acteur très très drôle et absolument génial. Mais alors attends, comment ça se passe? Parce qu'on se dit qu'on va se débarrasser du mec, mais on est en plein milieu d'une saison. Donc comment on organise ça? Parce que le docteur, on le tue et on dit qu'il y a un autre mec qui arrive. Comment arrive l'idée du fait que le docteur puisse se régénérer? Et ben c'est justement à ce moment-là, ils avaient des idées pour la série, mais plus avec William Hartnell. Et du coup, il fallait trouver un moyen. Et le moyen le plus logique, c'était comme finalement ce personnage mystérieux, d'en faire de lui un alien. De toute façon, on voit déjà les personnages du moine. C'est un personnage très énigmatique qui est de la même espèce que le docteur. Et donc là, ils disent que c'est là qu'on apprend que c'est un seigneur du temps, qui peut se régénérer, etc. À partir de là où on invente toute cette mythologie-là. Exactement. C'est à partir du moment où on voulait et que se débarrasser d'un comédien. Pas vraiment se débarrasser. C'était très, ouais, d'accord, okay. Très étrange comme situation. C'est très dur à expliquer. De toute façon, selon les versions, certains sont d'accord. Apparemment, le plus fidèle, c'est ce qui a été dit dans le téléfilm qu'a fait Margatis, le docu-fiction qu'a fait pour les 50 ans, An Adventure in Space and Time, qu'il a fait, où celui qui joue Rusard dans Harry Potter, David Bradley, joue le premier docteur, etc. Et c'est absolument ce qu'il faut voir, et ça explique vraiment toute la jeunesse de la série, tout ce qui se passe. On va retrouver beaucoup de choses que j'ai dit. C'est très très précis. D'accord. Et c'est Margatis qui l'a fait, et ça se voit que c'est un vrai fan parce que c'est absolument génial. Et justement, il montre un peu comment ça aurait pu se passer. Surtout, lui, Gatiss s'est placé sur des choses, à mon avis, des preuves assez fortes. Il n'a pas inventé la situation. D'accord. Donc il part, on fait venir un autre docteur, il se régénère. Exactement. Et là, on part sur une nouvelle vie pour Doctor Who. Exactement, une nouvelle vie, un changement de personnage. D'accord. Voilà. Très bien. On parlera du deuxième docteur dans un autre 101%, genre la semaine prochaine, par exemple. Nous, on regarde The Retro and Magic sur Stunt Race FX. Véritable révolution au début des années 90, le Super FX aura conquis bien des possesseurs de Super Nintendo. Cette puce graphique, fruit de la collaboration entre Argonaut Software et Nintendo, a donné vie à l'incontournable Star Fox, ou Starwing en Europe. À l'époque, la sortie de ce shoot'em up tout en 3D polygonal fait sensation et démontre tout le potentiel de la console 16 bits. Encouragé par ce succès, Nintendo ne souhaite pas s'arrêter en si bon chemin. Le Super FX, originellement appelé Mario Chip, pour Mathematical Argonaut Rotation and Input-Output, est encore instable et n'est pas optimisé. Conscient de la marge de progression technique, une partie de l'équipe anglaise se met au travail afin de booster les performances de la bête. Pendant ce temps, d'autres membres de la firme britannique et des employés de Nintendo planchent sur la suite de Star Fox, qui sera finalement annulée, ainsi que sur un certain FX Trax, qui est le second jeu à employer le Super FX. C'est à ce moment précis que débarquent au Japon Giles Goddard et Colin Reed, alors employés chez Argonaut. Le duo, à peine majeur à l'époque, sera plus tard à l'origine d'un certain 1080° snowboarding sur Nintendo 64. Lors de sa présentation au cours du CES de l'été 93, FX Trax n'en est qu'à ses balbutiements.
Prenant les traits d'un jeu de course assez classique, mais en 3D, le titre a bien du mal à fédérer les visiteurs qui s'agglutinent devant l'écran géant. Il faut dire que la projection s'intéresse aussi à d'autres jeux emblématiques de Nintendo, et peu de badauds retiennent alors le nom du jeu. Si la technique est au rendez-vous, le concept reste finalement peu original, et l'animation, très limitée, ne pousse pas la curiosité. La raison est simple, il ne s'agit que d'un essai technique. Après le salon, Nintendo EAD et Argonaut Software enrichissent le concept en l'adaptant au style cartoon. En plus de l'univers coloré et des circuits au level design audacieux, les développeurs ajoutent des véhicules pouvant exprimer différentes émotions à travers leurs yeux. Un peu comme le taxi dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, dont on ne sait pas s'il a été une inspiration, ou plus tard les bolides de la série Motor Toon. Bon, dans les faits, les voitures clignent des yeux et c'est à peu près tout, mais cela suffit pour plonger les joueurs dans des courses aussi animées que décalées. À l'automne 1993, FX Tracks devient Stunt Race FX. La cartouche, qui peut être considérée comme une sorte de réponse au Virtua Racing de Sega, propose 3 véhicules plus un cachet. On y retrouve un 4x4, une Formule 1 ainsi qu'une petite voiture type coupé. Pointe de vitesse, accélération ou résistance, c'est aux joueurs de faire le bon choix. Du côté du contenu, Nintendo a été à l'essentiel en incorporant 12 circuits à la difficulté croissante. Les 3 compétitions, Novice, Expert et Master, sont plutôt variées et offrent un beau challenge. Les dénivelés procurent d'excellentes sensations et les environnements sont suffisamment inspirés pour ne pas lasser le joueur. D'une petite balade champêtre, on s'enfonce dans un tunnel sous-marin avant de traverser un canyon ou une ville endormie. Parfois, une météo capricieuse se joint à la course, apportant avec elle du brouillard, de la pluie, du tonnerre et même de la neige. Dans ces conditions, de bons réflexes sont indispensables pour obtenir la première place, d'autant plus que l'inertie des voitures demande un certain temps d'adaptation. Mais avec de l'entraînement, on s'y fait et on prend plaisir à manipuler ces drôles de petits bolides. Une barre de dégâts est d'ailleurs présente pour indiquer l'état de la voiture. Une fois rempli, le véhicule explose littéralement, faisant perdre de précieuses secondes. Et si le joueur parvient à boucler les 3 coupes, il obtient le droit de piloter une voiture à 2 roues, très rapide et surtout assez résistante. Aux commandes de cet engin, les virages sont plus serrés que jamais, et son approche très nerveuse ravira les fanats de vitesse. Avec un tel bolide, la victoire est encore plus facile à obtenir. A l'origine, ce 2 roues n'était absolument pas prévu. À la place, les designers avaient imaginé un véhicule à 3 roues appelé 3WD, aux couleurs proches du bolide final. Mais en cours de production, les créateurs ont estimé qu'il fallait quelque chose de plus original, grand bien leur en a pris. Jamais à court d'idées, les développeurs ont ajouté des séquences bonus qui méritent le coup d'œil. Durant ces phases, le joueur prend carrément le volant d'un semi-remorque. Très difficile à manœuvrer du fait de sa longueur et de son poids, l'engin doit effectuer un parcours permettant d'octroyer du temps supplémentaire pour la prochaine course. Le mode Stunt Tracks, quant à lui, invite le joueur à ramasser un maximum d'étoiles en un minimum de temps, le tout sur un terrain bosselé, jonché d'obstacles et de tremplins. Les familles nombreuses apprécieront également la possibilité de s'adonner aux courses à 2 via un écran splitté. A l'inverse de Star Fox, les responsables de la puce Super FX ont eu le temps de peaufiner certains réglages et apportent ici un multijoueur des plus agréables, même si la visibilité, écran divisé oblige, n'est pas optimale. Pour terminer, le mode Free Tracks permet de s'entraîner sur le circuit de son choix, sans contrainte ni limite de temps. Stunt Race FX est loin d'être un mauvais jeu, mais il reste pourtant décrié et ne fait pas l'unanimité. En fonction des joueurs et de la presse spécialisée, les notes peuvent passer du simple au double. Et pour cause, les programmeurs ont dû s'adapter aux limites de la Super Nintendo. Par conséquent, l'écran de jeu a été rétréci et l'animation s'avère assez lente sans être catastrophique. Encore une fois, il est préférable de découvrir ce titre via sa version 60 Hz, américaine ou japonaise. Dans sa mouture européenne, Stunt Race FX n'a malheureusement pas la même saveur et se révèle encore plus lent. Mais quelle que soit la version, les Nintendophiles prendront un malin plaisir à découvrir quelques caméos sympathiques qui se sont glissés dans le jeu, comme les panneaux Mario, Fox McCloud et Kirby, ou encore les fameux Arwing de Star Fox traversant le ciel du niveau Skyrim. Les musiques enjouées et les bruitages donnent un cachet unique à l'ensemble. Il existe même un album offrant quelques thèmes réorchestrés intitulé Wild Tracks, Rare Tracks for Driving. Succès commercial mitigé, Stunt Race FX est pourtant un jeu plaisant mais incompris par une partie des joueurs de l'époque. Sur Nintendo 64, un certain Boogie Buggy avait des allures de suite, mais cela n'a jamais été confirmé par Nintendo et le jeu a été de toute façon annulé. Stunt Race FX était un projet très ambitieux, réalisé en un temps record et sans doute pas autant peaufiné que l'équipe l'aurait souhaité.
Il faut savoir que Giles Goddard maîtrisait très mal la langue japonaise durant le développement de ce jeu. Il faillit retourner en Angleterre à plusieurs reprises, mais décida finalement de rester au Japon. Sage décision quand on sait qu'il épousa par la suite une japonaise, ce qui lui permit d'obtenir un visa et d'être embauché par Nintendo. Ce qui a d'ailleurs rendu fou de rage Jez San, alors patron d'Argonaut Software, qui mettra alors en place un contrat visant à conserver ses meilleurs éléments. C'est peut-être l'une des raisons qui précipitait l'annulation de Star Fox 2, mais c'est une autre histoire. Voilà, ce 101% est terminé. Merci beaucoup Thomas. Bah, merci à toi. Hein. Voilà, donc on peut retrouver plein de choses sur Dr Who sur Galifrance.net. Galifrance.net. Sur Internet, on a une page Facebook, un Twitter. Tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour communiquer. Exactement. Très bien. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao. Merci Alex, c'était bien le tournage. C'est fini là? Vous avez... Putain, mais Thierry il va me défoncer, je te vais absolument rappeler qu'il fallait que tout le monde vote pour le jeu.